Dans cet épisode, nous plongeons dans les attaques de serpents les plus terrifiantes. D'un éleveur de serpents trop confiant, attaqué par un python défensif, à un chercheur mordu par un copperhead après s'être distrait. Mais d'abord, commençons par les derniers moments d'un éleveur de serpents dévoré, vivant par son propre serpent de compagnie. La soirée du 15 juin 2014 a apporté une humidité oppressante à Gainesville, en Floride, avec des températures avoisinant encore 85 degrés, même alors que le soleil commençait à se coucher. L'air épais et étouffant rendait même les tâches routinières plus laborieuses, et les installations climatisées pour reptiles offraient un soulagement bienvenu de la chaleur étouffante à l'extérieur. Robert Bob Hendricks effectuait son nourrissage du soir habituel dans son installation spécialisée pour pythons, profitant des heures plus fraîches du soir lorsque ces animaux étaient les plus actifs. À 43 ans, Bob s'était forgé une réputation impeccable au cours de 18 années d'élevage de grands constricteurs, fournissant ses spécimens à des zoos et des installations de recherche dans tout le sud-est. Ses collègues le connaissaient pour ses protocoles de sécurité méticuleux et sa profonde compréhension du comportement des grands serpents. Il n'avait jamais eu d'incident grave durant toute sa carrière. À 9h45 du soir, Bob se préparait à nourrir son spécimen le plus impressionnant, une femelle Python birman de 18 pieds et 180 livres qu'il avait élevée depuis qu'elle était un nouveau-né pendant plus de 8 ans. Ces serpents représentent le summum de l'évolution des constricteurs, capables de dépasser 20 pieds de longueur et de peser plus de 200 livres dans des cas exceptionnels. Les pythons birmans sont parmi les constricteurs les plus puissants au monde, avec des corps musclés parfaitement conçus pour maîtriser de grandes proies par une force de compression pure. La stratégie de chasse du python birman est un chef-d'œuvre d'efficacité prédatrice. Ces serpents massifs sont des prédateurs embusqués qui peuvent rester immobiles pendant des jours en attendant l'occasion parfaite pour frapper. Leur capacité de détection de la chaleur leur permettent de repérer des proies à sang chaud à des distances remarquables, tandis que leur force incroyable leur permet de maîtriser des animaux aussi grands que des cerfs, des sangliers et même des alligators dans leur habitat naturel en Asie du Sud-Est. Lorsqu'un python birman attaque, l'assaut est d'une efficacité dévastatrice. Ils ne se contentent pas de s'enrouler autour de leur proie, ils positionnent leurs anneaux avec une précision mécanique, appliquant une pression qui peut dépasser 90 livres par pouce carré. Ces prédateurs de sommet possèdent une force incroyable qui leur permet de maîtriser des proies bien plus grandes qu'eux. Un grand python birman peut exercer une force de constriction suffisante pour écraser des os et comprimer des organes vitaux, tandis que leur endurance leur permet de maintenir cette pression pendant de longues périodes. Leur réponse alimentaire, une fois déclenchée, est implacable et méthodique. Ils ne relâcheront pas leur emprise tant qu'ils ne seront pas certains que leur proie est complètement maîtrisée. Cette femelle en particulier était en pleine forme. Son corps épais et musclé grâce à des années de soins appropriés et d'alimentation. Elle jeûnait depuis 4 semaines en préparation de la saison de reproduction, ce qui la rendait extrêmement motivée par la nourriture et réceptive aux signaux d'alimentation. Les pythons birman, bien conditionnés en mode d'alimentation, sont parmi les animaux les plus dangereux avec lesquels travailler, car leurs instincts prédateurs sont exacerbés et leur réponse d'attaque est fulgurante. Bob s'était préparé à lui donner un gros lapin en utilisant son protocole de sécurité standard. Pinces d'alimentation, barrières sécurisées et maintien de distance sûrs à tout moment. Cependant, alors qu'il manœuvrait la proie vers la chambre d'alimentation, le lapin a glissé de ses pinces et est tombé juste à l'intérieur de l'ouverture de l'enclos. Au lieu d'utiliser des pinces de secours ou d'attendre que le serpent se calme, Bob a pris une décision en une fraction de seconde qui a enfreint ses propres règles de sécurité. Croyant qu'il pouvait rapidement récupérer le lapin avant que le python ne réagisse, Bob a tendu la main dans l'enclos à main nue. Dès que son bras a franchi le seuil, les instincts prédateurs du python ont été déclenchés. Le python massif a frappé avec une vitesse explosive, ses mâchoires se refermant sur l'avant-bras de Bob avec une force écrasante. Ses dents recourbées vers l'arrière, chacune mesurant près d'1 pouce de long, se sont enfoncées profondément dans sa chair et s'y sont verrouillées. Avant que Bob ne puisse réagir ou appeler à l'aide, 80 kg de purs muscles ont commencé à s'enrouler autour de son bras et de son torse avec une précision mécanique.
Le cerveau primitif du serpent l'avait identifié comme une menace ou une proie potentielle, et sa réponse constrictive était maintenant pleinement activée. Chaque fois que Bob se débattait ou essayait de se dégager, l'emprise du python se resserrait automatiquement, ses puissants muscles réagissant à ses mouvements en augmentant la pression. Les tentatives de Bob pour appeler à l'aide furent interrompues lorsque l'étreinte du python se resserra autour de sa poitrine, rendant impossible de prendre une respiration complète. Les anneaux musculaires du serpent réagissaient à ces luttes en se resserrant davantage. Chaque mouvement qu'il faisait déclenchait une prise encore plus serrée. Ses côtes commençaient à se comprimer sous la force immense, et sa vision commençait à s'assombrir alors que le manque d'oxygène s'installait. La constriction était méthodique et implacable. La conscience de Bob s'estompa alors que les anneaux du python comprimaient sa poitrine et restreignaient le flux sanguin vers son cerveau. Le serpent maintint sa prise pendant plus de 17 minutes après qu'il ait cessé de bouger, ses instincts primitifs s'assurant que sa proie aperçue était complètement neutralisée. Ce n'est que lorsqu'elle fut certaine qu'il n'y avait plus de menace qu'elle commença à relâcher lentement ses anneaux et à se retirer au fond de son enclos. L'assistante de Bob le trouva le lendemain matin lorsqu'elle arriva pour la tournée d'alimentation quotidienne. Le python était enroulé paisiblement dans sa cachette préférée, ne montrant aucun signe d'agitation ou de stress. Le corps de Bob portait les marques indéniables de constriction, côtes comprimées, voies respiratoires restreintes et les profondes blessures par perforation là où les dents du serpent l'avaient initialement saisi. L'enquête a révélé que Bob avait enfreint plusieurs protocoles de sécurité dans sa tentative de récupérer rapidement la proie tombée. Sa mort a servi de rappel brutal que les grands constricteurs, indépendamment de leur tempérament habituel ou de leurs années de conditionnement, restent des prédateurs puissants dont les instincts peuvent être déclenchés par la moindre provocation lors des situations d'alimentation. Mais alors que l'incident de Bob impliquait l'un des constricteurs les plus puissants du monde, un autre éleveur allait découvrir que même des espèces apparemment dociles peuvent devenir mortelles dans de mauvaises circonstances, prouvant que dans le monde de l'élevage de reptiles, le danger peut venir des sources les plus inattendues. Le 8 mars 2016 s'est levé clair et chaud à Phoenix, en Arizona, avec des températures grimpant vers un agréable 78 degrés en soirée. L'air désertique était sec et calme, créant des conditions parfaites pour les grands constricteurs qui prospéraient dans le garage aménagé de Marcus Chen. Marcus Chen se préparait à nourrir son plus grand serpent dans son élevage à domicile, profitant du temps doux du soir qui maintenait son installation à des températures optimales. Le trentenaire avait passé 8 ans à se spécialiser dans les grands constricteurs et était bien connu dans la communauté des reptiles pour produire des pythons réticulés exceptionnels. Marcus vivait seul et travaillait souvent avec les serpents le soir, une pratique qui s'avérerait fatale. L'installation de garage converti, où Marcus abritait sa collection, était une merveille d'ingénierie en matière d'élevage de reptiles. Des enclos sur mesure offraient un espace adéquat pour son plus grand spécimen, tandis que des systèmes de contrôle climatique sophistiqués maintenaient les conditions tropicales requises par ces natifs d'Asie du Sud-Est. Marcus avait beaucoup investi dans des systèmes de sécurité, à la fois pour protéger ses animaux précieux et pour s'assurer qu'ils ne puissent pas s'échapper. Marcus avait acquis son python réticulé de prix par l'intermédiaire d'un marchand de reptiles spécialisé qui importait des espèces d'Asie du Sud-Est pour des collectionneurs sérieux. Le serpent avait été importé légalement en tant que juvénile et nécessitait des permis spéciaux. À 19h20, Marcus s'approcha de l'enclos abritant son spécimen le plus impressionnant, un python réticulé, femelle de 18 pieds et 140 livres qu'il avait élevé depuis l'éclosion au cours des 6 dernières années. Ces serpents sont parmi les prédateurs les plus efficaces de la nature, capables de dépasser 30 pieds de long et de peser plus de 250 livres à l'état sauvage. Les pythons réticulés sont des chasseurs embusqués qui tuent par constriction en enroulant leur corps musclé autour de leur proie et en appliquant une pression pouvant dépasser 86 livres par pouce carré.
La stratégie de chasse du python réticulé est un chef-d'œuvre d'ingénierie évolutive. Ces serpents possèdent des organes de détection de chaleur extrêmement sensibles, qui peuvent localiser des proies à sang chaud à des distances considérables. Leurs corps musclés sont parfaitement conçus pour la constriction, avec des centaines de côtes servant de point d'ancrage pour les puissants muscles qui génèrent la force écrasante. Lorsqu'ils se contractent, ces pythons n'écrasent pas leurs victimes comme on le croit souvent. Au lieu de cela, ils empêchent de la respiration en resserrant leurs anneaux chaque fois que la proie expire, provoquant finalement un arrêt cardiaque par privation d'oxygène. Le processus est remarquablement efficace, le serpent étant capable de détecter le rythme cardiaque et les schémas respiratoires de la victime grâce à des récepteurs sensibles le long de son corps. Leur force incroyable leur permet de maîtriser des animaux aussi grands que des cerfs, des sangliers et même de petits crocodiles dans leur habitat d'Asie du Sud-Est. Les capacités de détection de chaleur du python et ses réflexes fulgurants les rendent presque impossibles à échapper une fois qu'ils ont lancé une attaque. Leur vitesse de frappe peut dépasser 12 miles par heure et leur capacité à cibler avec précision les animaux à sang chaud dans l'obscurité totale en fait des prédateurs redoutables. Cette femelle en particulier était en condition de prémue, ce qui la rendait presque aveugle et extrêmement défensive. Les serpents qui se préparent à muer leur peau traversent une condition appelée phase opaque ou bleue, où leurs yeux deviennent voilés d'un film laiteux et leur vision est fortement altérée. Pendant cette période, les serpents deviennent de plus en plus défensifs et imprévisibles car leur vision réduite les amène à percevoir tout mouvement comme une menace potentielle. Marcus a pris une décision critique qui a violé les protocoles de sécurité de base. Au lieu d'attendre qu'elle termine le processus de mue ou d'utiliser les protocoles d'alimentation appropriés depuis l'extérieur de l'enclos, il est entré directement dans sa cage. Cette décision allait à l'encontre de tout ce qu'il avait appris sur la sécurité avec les grands constricteurs et contredisait les conseils qu'il donnait régulièrement aux autres gardiens. Au moment où Marcus est entré dans l'enclos, le python a frappé de manière défensive, attrapant son épaule et commençant immédiatement à se contracter. Sa réaction défensive a été instantanée et écrasante, 64 kg de muscles purs s'enroulant autour du torse de Marcus avec une force écrasante. Les anneaux du python se positionnèrent avec une précision mortelle, un tour autour de sa poitrine, un autre autour de son cou, coupant efficacement sa capacité à respirer ou à appeler à l'aide. Le téléphone de Marcus était dans sa poche, mais la pression constrictive l'empêchait de l'atteindre ou de faire des mouvements coordonnés. L'emprise du python se resserrait à chaque tentative de lutte, ses puissants muscles réagissant à ses mouvements en augmentant la pression. Le cerveau primitif du serpent l'avait identifié comme une menace à neutraliser, et ses instincts exigeaient qu'elle maintienne son emprise jusqu'à ce que le danger perçu soit éliminé. Son voisin l'a trouvé le soir suivant lorsque Marcus n'a pas répondu aux appels répétés concernant un ramassage de reptiles prévu. Le python a dû être soigneusement retiré par des agents de contrôle animalier expérimentés qui comprenaient le processus délicat de dérouler un constricteur sans causer de dommages supplémentaires. L'incident est devenu un cri de ralliement pour des protocoles de sécurité renforcés lors du travail avec de grands constricteurs. Cette tragédie a démontré l'importance cruciale de ne jamais entrer dans les enclos de grands constricteurs et d'avoir toujours un soutien de sécurité lorsqu'on travaille seul. La mort de Marcus a servi de rappel saisissant que même les gardiens les plus expérimentés peuvent commettre des erreurs de jugement fatales et que les grands constricteurs, quel que soit leur tempérament habituel, restent des prédateurs puissants capables de tuer des humains. Mais alors que la mort de Marcus montrait le pouvoir létal des grands serpents, un autre cas se développait au Texas où même les espèces les plus douces se révéleraient dangereuses dans des circonstances inattendues. Le 22 avril 2017 a apporté un temps printanier parfait à San Antonio, Texas, avec un ciel dégagé et des températures douces dans les 24 degrés Celsius, créant des conditions idéales pour travailler avec les reptiles. L'air agréable du matin rendait le travail dans l'installation confortable sans dépendre fortement des systèmes de contrôle climatique. James Jimmy Rodriguez,
photographiait des serpents dans son établissement d'élevage commercial, Lone Star Python, profitant de l'excellente lumière naturelle qu'offrait la matinée claire. À 38 ans, Jimmy dirigeait l'une des plus grandes opérations d'élevage de pythons royaux du Texas et était respecté dans toute la communauté des reptiles pour son travail génétique avec des morphes rares. Il avait des antécédents de problèmes cardiaques mineurs mais les gérait avec des médicaments et maintenait un mode de vie actif. Jimmy était connu pour son expertise avec les pythons royaux, une espèce considérée parmi les grands serpents les plus sûrs à manipuler en raison de leur tempérament docile. Son établissement abritait des centaines de serpents et il élevait avec succès des pythons depuis 12 ans sans incident grave. Le succès commercial de Lone Star Python avait permis à Jimmy d'étendre considérablement ses opérations au fil des ans, passant d'un passe-temps à une entreprise à plein temps. À 6h30 du matin, Jimmy photographiait un python royal mâle adulte de grande valeur pour une vente en ligne, faisant partie de sa routine habituelle pour commercialiser ses animaux auprès de collectionneurs du monde entier. Le spécimen de 6 pieds représentait la nature douce qui rend les pythons royaux populaires dans le commerce des animaux de compagnie. Originaires d'Afrique de l'Ouest et centrale, les pythons royaux sont des constricteurs non venimeux qui atteignent généralement une longueur de 3 à 5 pieds, bien que des spécimens exceptionnels comme celui-ci puissent atteindre 6 pieds. Ils sont appelés pythons royaux en raison de leur tendance à se rouler en boule serrée lorsqu'ils se sentent menacés, leur tête protégée au centre de leurs corps enroulés. Contrairement à leurs plus grands cousins réticulés, les pythons royaux sont connus pour leur comportement calme et leur réticence à mordre. Ce sont principalement des créatures nocturnes qui passent une grande partie de leur temps à se cacher dans des terriers ou des termitières dans leur habitat africain d'origine. Lorsque les pythons royaux se contractent, c'est généralement une pression douce comparée aux espèces de pythons plus grandes. Cependant, ils possèdent toujours les instincts de constriction fondamentaux de tous les pythons. Lorsqu'ils se sentent menacés ou perçoivent une instabilité, ils s'enroulent autour de ce qu'ils considèrent comme sûr et resserrent leur prise. Jimmy a soudainement ressenti une douleur thoracique écrasante et un essoufflement, le début indubitable d'une crise cardiaque massive. L'événement cardiaque a frappé sans avertissement, envoyant des vagues d'agonie à travers son torse alors que son système cardiovasculaire commençait à défaillir. Sa respiration est devenue laborieuse et irrégulière alors qu'il s'effondrait au sol, son corps convulsant sous la douleur et le stress de l'urgence médicale. Alors que Jimmy s'effondrait, le python était encore enroulé autour de son cou et de son torse dans la position détendue typique des pythons royaux calmes lors de la manipulation. Le serpent, sentant la détresse soudaine de Jimmy à travers son rythme cardiaque rapide, sa respiration irrégulière et les hormones de stress inondant son système, passa immédiatement de son état détendu à un mode défensif. La réaction du python était purement instinctive. Lorsque les pythons royaux se sentent menacés ou perçoivent que leur environnement est devenu instable, ils cherchent la sécurité en s'enroulant autour de ce qui semble le plus stable. Dans des circonstances normales, Jimmy aurait pu facilement retirer le serpent docile avec un minimum d'effort. Cependant, l'état affaibli de Jimmy dû à l'arrêt cardiaque l'empêchait d'effectuer même ses mouvements simples. La combinaison de la crise cardiaque et de la réponse naturelle de constriction du serpent a créé une situation mortelle que ni Jimmy ni le python n'auraient pu anticiper. L'assistant de Jimmy l'a trouvé 3 heures plus tard en arrivant pour le service du matin. Le serpent était toujours enroulé autour de lui, non par agressivité mais par instinct défensif, déclenché par l'urgence médicale de Jimmy. Malgré une attention médicale immédiate, la combinaison de la détresse cardiaque et de la respiration restreinte s'est avérée fatale. L'incident a conduit à de nouvelles recommandations pour des systèmes de binôme dans les installations de reptiles et a souligné l'importance d'avoir un soutien immédiat lorsqu'on travaille avec des espèces constrictrices, quel que soit leur tempérament. La tragédie a démontré que même les serpents les plus dociles pouvaient devenir involontairement dangereux lorsque leurs soigneurs subissent une urgence médicale. Mais alors que la mort de Jimmy était une convergence tragique d'urgence médicale et de comportement animal, un autre cas en Arizona révélerait un tout autre type de danger caché.
Le 11 août 2015 a apporté une chaleur torride à Tucson, en Arizona, avec des températures dépassant 110 degrés en milieu d'après-midi. Le soleil du désert frappait impitoyablement, faisant de l'installation de recherche climatisée un refuge bienvenu contre la chaleur brutale à l'extérieur. L'Adré Patricia Pat Williams effectuait une maintenance de routine dans son centre de recherche privé, reconnaissante pour la climatisation qui maintenait son espace de travail à une température confortable, tandis que le désert cuisait à l'extérieur. À 45 ans, docteur, Williams détenait un doctorat en herpétologie et dirigeait une installation agréée qui élevait des serpents venimeux indigènes à des fins éducatives. Elle travaillait avec des espèces venimeuses depuis 15 ans et était considérée comme une experte des reptiles du Sud-Ouest. Elle avait été mordue 2 fois auparavant au cours de sa carrière, les 2 fois par des mocassins cuivrés, avec des effets minimes au-delà des symptômes localisés standards. Ces incidents précédents avaient suivi des schémas typiques d'envenimation par mocassin cuivré. Douleurs localisées, gonflements et lésions tissulaires qui se résolvaient avec un traitement médical approprié. Son expérience avec ces morsures lui avait donné confiance en sa capacité à gérer les rencontres avec les Copperheads. À 14h15, en nettoyant un enclos de mocassins à tête cuivrée, Pat travaillait avec l'un des serpents venimeux les plus communs d'Amérique du Nord. Les mocassins à tête cuivrée sont des crotales de taille moyenne, mesurant généralement entre 60 et 90 cm de long, avec des bandes transversales en forme de sablier sur leur corps cuivré qui leur offrent un excellent camouflage dans leur habitat naturel de litière de feuilles. On les trouve dans tout l'est des États-Unis. Et ils sont responsables de plus de morsures de serpents venimeux que toute autre espèce nord-américaine, principalement en raison de leur large distribution et de leur tendance à se figer lorsqu'ils sont menacés plutôt que de fuir. La stratégie défensive du Copperhead repose sur le camouflage plutôt que sur l'agression. Ces serpents ont développé une coloration et des motifs qui les rendent presque invisibles lorsqu'ils restent immobiles parmi les feuilles peu mortes et les débris forestiers. Lorsqu'ils sont menacés, les Copperheads restent généralement parfaitement immobiles, comptant sur leur camouflage pour éviter d'être détectés. Le venin du Copperhead est considéré comme relativement doux comparé à celui d'autres crotales, comme les serpents à sonnette ou les mocassins d'eau. Leur venin est principalement hémotoxique, contenant des enzymes qui décomposent les cellules sanguines et les tissus, causant des dommages localisés, un gonflement et de la douleur. Cependant, les décès dus aux morsures de Copperhead sont extrêmement rares chez les adultes en bonne santé, la plupart des morsures entraînant des symptômes localisés qui se résolvent avec un traitement médical approprié. L'espèce est également connue pour ses morsures sèches, des attaques défensives où peu ou pas de venin est injecté, ce qui se produit dans environ 25% des rencontres avec les Copperheads. Ces serpents sont des prédateurs embusqués qui comptent sur leur excellent camouflage pour rester cachés en attendant leur proie. Leurs organes sensoriels thermiques peuvent détecter les animaux à sang chaud à plusieurs pieds de distance, leur permettant de frapper avec une précision remarquable, même dans l'obscurité totale. Les Copperheads sont généralement dociles et préfèrent rester immobiles lorsque des humains s'approchent, comptant sur leur camouflage plutôt que sur un comportement agressif. Ils frappent généralement seulement lorsqu'ils sont directement menacés, piétinés ou manipulés. Et même dans ces cas, de nombreux coups sont des avertissements défensifs plutôt que des tentatives sérieuses d'injecter du venin. Pat a été mordue à la main lorsqu'elle a momentanément perdu sa concentration pendant un appel téléphonique avec un collègue au sujet d'un projet de recherche à venir. La morsure défensive du mocassin à tête cuivrée était typique de l'espèce. Une morsure rapide et un relâchement immédiat, plus un avertissement qu'une attaque sérieuse. La morsure elle-même semblait presque insignifiante au début. 2 petites blessures punctiformes qui saignaient à peine, typiques des crochets relativement petits d'un Copperhead. Cependant, cette morsure a déclenché une réaction sans précédent que le Dr Williams n'avait jamais connue auparavant. Quelques minutes après la morsure, elle a commencé à ressentir des symptômes qui n'avaient rien à voir avec le venin du serpent. Sa gorge a commencé à se resserrer, sa respiration est devenue difficile et des éruptions cutanées sont apparues sur sa peau, suivant un schéma cohérent avec une réaction allergique sévère.
Des années d'exposition aux protéines de serpent à travers la manipulation, l'alimentation et les activités de recherche avaient sensibilisé son système immunitaire à son insu. La réaction allergique s'est développée à une vitesse terrifiante, submergeant les réponses normales de son corps au venin relativement doux du mocassin à tête cuivrée. Ses voies respiratoires ont commencé à se fermer alors que les histamines inondaient son système, tandis que sa pression artérielle chutait de façon précipitée alors que son système cardiovasculaire entrait d'un coup en état de choc. Les symptômes familiers de l'envenimation par tête de cuivre étaient complètement éclipsés par la réaction allergique mettant en danger la vie. Le docteur Williams a immédiatement reconnu les signes de l'anaphylaxie et a réussi à utiliser son épipène tout en appelant le 9 un lien. Sa formation scientifique lui a permis de comprendre ce qui se passait dans son corps. Mais la double crise d'envenimation et de réaction allergique a créé une urgence médicale qui dépassait largement les protocoles de traitement standards. Le venin du Copperhead, bien que léger selon les normes des crotales, a commencé à causer des dommages aux tissus et des saignements localisés au site de la morsure. Simultanément, la réaction allergique a attaqué ses systèmes respiratoires et cardiovasculaires, créant une cascade de complications que son corps ne pouvait pas gérer. Ses voies respiratoires continuaient de se rétrécir malgré l'épinéphrine, tandis que les propriétés anticoagulantes du venin interféraient avec la capacité de son corps à coaguler correctement. Le docteur Williams est décédé en route vers l'hôpital, devenant le premier cas documenté d'anaphylaxie mortelle déclenchée par une envenimation de serpent tête de cuivre. Sa mort a choqué la communauté herpétologique et a conduit à de nouvelles recommandations pour les tests d'allergie chez les manipulateurs de reptiles à long terme. La tragédie a révélé que même des professionnels expérimentés pouvaient développer des sensibilités cachées aux animaux avec lesquels ils avaient travaillé en toute sécurité pendant des années. Mais alors que la mort de Pat a révélé des risques médicaux cachés qui s'étaient développés au fil des années d'exposition, le dernier cas de notre série prouverait que parfois le plus grand danger ne vient pas des serpents eux-mêmes, mais de l'équipement censé les protéger en cas d'urgence. Le 3 décembre 2013 a apporté la pire tempête depuis des décennies dans les montagnes de Caroline du Nord, avec une pluie verglaçante recouvrant tout d'une couche de glace traîtresse. En soirée, les températures avaient chuté bien en dessous de zéro et les zones rurales autour d'Asheville étaient prises dans une emprise cristalline qui a brisé les lignes électriques et laissé des milliers de personnes sans électricité. Stephen Snake Steve Morrison faisait face à la grave panne de courant dans son centre d'élevage rural, regardant nerveusement la température continuer à chuter tandis que son système de chauffage de secours peinait contre le froid glacial. À 52 ans, Steve élevait des espèces venimeuses indigènes depuis 22 ans, fournissant des établissements éducatifs et des zoos dans tout le sud-est avec des spécimens pour des programmes de recherche et d'éducation. Il était considéré comme un expert des serpents venimeux du sud-est et vivait seul sur sa propriété isolée en montagne. Steve avait beaucoup investi dans des systèmes de secours pour protéger ses animaux en cas d'urgence, comprenant l'importance cruciale de maintenir des températures appropriées pour ses pensionnaires à sang froid. Son installation comprenait des générateurs de secours, des systèmes de chauffage alimentés par batterie et des protocoles d'urgence conçus pour garder ses animaux en vie lors de pannes de courant et d'autres urgences. Pendant la tempête de verglas qui a coupé l'électricité, Steve a amené un petit générateur dans son garage attenant pour alimenter les systèmes de chauffage essentiels pour ses serpents. La décision semblait logique. La vie de ces animaux dépendait du maintien de températures appropriées, et le générateur pouvait fournir l'électricité nécessaire pour faire fonctionner les systèmes de chauffage critiques. Cependant, Steve a sous-estimé le besoin de ventilation pour le fonctionnement sûr du générateur dans un espace clos. Le garage attenant, scellé contre le froid hivernal, a commencé à se remplir de monoxyde de carbone alors que le générateur fonctionnait en continu. Le gaz incolore et inodore s'accumulait progressivement, tandis que Steve travaillait frénétiquement pour maintenir les systèmes de survie de ses animaux, inconscients qu'ils s'empoisonnaient lentement à chaque respiration.
Le monoxyde de carbone est particulièrement insidieux car il se lie à l'hémoglobine plus facilement que l'oxygène, réduisant progressivement la capacité du corps à transporter l'oxygène vers les organes vitaux. Alors que les niveaux de dioxyde de carbone augmentaient tout au long de la soirée, Steve devenait de plus en plus désorienté et ne remarquait pas que les vibrations du générateur avaient desserré le loquet d'une cage, permettant à un crotale des bois de 4 pieds de s'échapper sur le sol du garage. La vibration constante du générateur en marche avait progressivement desserré le mécanisme de verrouillage, une défaillance que Steve aurait immédiatement remarquée dans des circonstances normales. Le crotale des bois échappé représentait l'une des espèces les plus dangereuses de la collection de Steve. Également connu sous le nom de crotale canebrake dans certaines régions, les crotales des bois comptent parmi les serpents venimeux les plus redoutables d'Amérique du Nord. Ces vipères à fossettes au corps lourd peuvent atteindre jusqu'à 6 pieds de long et possèdent un venin puissant qui combine des propriétés hémotoxiques et neurotoxiques, provoquant la destruction des tissus, des troubles de la coagulation sanguine et des dommages au système nerveux qui peuvent être fatals si non traités. Les crotales des bois sont connus pour leur nature généralement docile comparée à d'autres espèces de crotales, restant souvent immobiles et comptant sur leur excellent camouflage lorsqu'ils sont menacés. Leur coloration offre un camouflage parfait parmi les feuilles mortes et les débris forestiers. Cependant, les crotales des bois frapperont de manière défensive lorsqu'ils sont piétinés, acculés ou directement touchés. Leur production de venin est importante. Une seule morsure peut injecter 100 à 150 mg de venin avec aussi peu que 100 mg potentiellement mortels pour un adulte. Ces serpents sont des prédateurs embusqués qui peuvent rester immobiles pendant des heures, voire des jours, en attendant que leur proie soit à portée de frappe. Leurs organes sensoriels thermiques leur permettent de détecter les animaux à sang chaud avec une précision remarquable, même dans l'obscurité totale. Lorsqu'ils frappent, leur vitesse est explosive. Ils peuvent étendre leur corps presque à leur pleine longueur en une fraction de seconde. Dans son état gravement altéré par l'intoxication au monoxyde de carbone, Steve n'a pas vu le serpent enroulé sur le sol près de son établi et a marché directement dessus en vérifiant les connexions de l'équipement. La réponse du crotale des bois a été purement défensive. Une frappe rapide sur la menace perçue, suivie d'un retrait immédiat en position défensive. La morsure a injecté une dose substantielle de venin dans la cheville de Steve, pénétrant profondément dans le tissu et commençant immédiatement le processus de destruction tissulaire et de toxicité systémique. Dans des circonstances normales, Steve aurait immédiatement reconnu la gravité de la situation. Et il a mis en œuvre ses protocoles d'urgence bien préparés. Cependant, l'intoxication par le monoxyde de carbone avait gravement altéré ses fonctions cognitives, l'empêchant de penser clairement au protocole qu'il avait suivi avec succès pendant 20 ans. Steve est devenu confus au sujet de la signification de la morsure et a retardé l'appel à l'aide. La combinaison de l'empoisonnement au monoxyde de carbone et de l'envenimation par le serpent à sonnette des bois créé une synergie mortelle qui a attaqué plusieurs systèmes organiques simultanément. Le dioxyde de carbone a empêché son sang de transporter efficacement l'oxygène, pendant que le venin du serpent causait une dépression respiratoire supplémentaire et des complications cardiaques. Steve a perdu connaissance peu après minuit, sans jamais se rendre compte que sa solution d'urgence était devenue son piège mortel. Les secours l'ont trouvé le lendemain matin, après que des voisins ont signalé des inquiétudes concernant les émissions de l'échappement du générateur visible depuis sa propriété. On a découvert le crotale des bois enroulé paisiblement dans un coin du garage. Il est revenu à son comportement de cachette préféré après la frappe défensive. L'incident a entraîné des exigences obligatoires pour les détecteurs de monoxyde de carbone dans les systèmes d'alimentation de secours des installations pour reptiles et a servi de rappel sérieux que même les situations d'urgence peuvent créer des défaillances en cascade, transformant des équipements vitaux en danger mortel. La mort de Steve a montré comment les situations d'urgence peuvent altérer le jugement et créer des conditions dangereuses que les professionnels expérimentés pourraient ne pas prévoir. Merci d'avoir regardé
Vous voulez en voir plus? Cliquez sur votre écran maintenant.